Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous pour vous parler des news concernant le cinéma tombé ces derniers jours, c'est-à-dire de pas grand-chose parce que c'est l'été et tout le monde retient un peu les chevaux avant l'arrivée des gros blockbusters américains. Bref, qu'est-ce qui nous est tombé dessus ces dernières heures? Eh bien tout d'abord, on a appris qu'il y allait y avoir une suite au film Greenland. Greenland, c'est non pas un blockbuster parce que c'était un tout petit budget, mais ce film, on va dire, à vocation spectaculaire, qui racontait l'histoire d'une famille, les Garrity, avec Morena Baccarin et Gerard Butler, qui tentaient de mettre à l'abri leurs proches alors que la planète allait être ravagée par une pluie d'astéroïdes. Ça avait été pour nous plutôt une bonne surprise parce qu'on avait trouvé le film non seulement très divertissant, mais plutôt malin et bien vu dans la politique qu'il faisait de se baser sur ses personnages et sur leur parcours plutôt que sur un grand spectacle qu'il n'était pas en mesure de délivrer. Donc du coup, on a été surpris déjà de voir qu'il y avait une suite parce que, on va dire, le film était relativement conclusif, mais finalement c'est assez excitant. Cette suite devrait s'appeler Greenland Migration et devrait raconter bien comment cette famille, et sans doute beaucoup d'autres, après avoir été protégée in extremis dans un grand bunker au Groenland d'une pluie de météores, et bien comment cette famille va tout simplement retraverser a priori l'Europe pour essayer de se trouver un nouveau foyer sur une planète dévastée. Moi, ce qui m'excite assez déjà, c'est qu'on va retrouver Morena Baccarin et Gerard Butler, et surtout que, à partir du moment où on fait une suite, on ne devrait plus avoir d'astéroïdes, quoi, ça devrait être réglé cette question-là. On va donc être logiquement sur un long métrage qui va à nouveau se focaliser sur les affects de cette famille. Or, on se souvient que dans le premier film, les scènes les plus fortes, les plus réussies, c'était celles qui les mettaient face à des dilemmes moraux, face à des conflits, quand se pose la question de est-ce que j'aide mes voisins, est-ce que j'aide mes amis, est-ce que j'aide mes enfants, oh mon Dieu, on s'est perdu, comment on se retrouve, quand l'homme devient un loup pour l'homme. Alors, il est évidemment bien trop tôt pour dire est-ce que ça va être réussi, est-ce que ça ne va pas être réussi, le film vient seulement d'être annoncé, mais je trouve ça, à titre personnel, plutôt cool qu'on voit un nouvel épisode, et puis rappelons-le, c'est toujours bon d'avoir un peu de Gerard Butler, parce que Gerard, quand il est dans des bons films, il est plutôt bon, et quand il est dans des mauvais films, il est plutôt Butler, et ça fait toujours plaisir. On ne reprend jamais assez de ce merveilleux comédien écossais fini à la crème de whisky. Voilà, tu nous manques Gérard, reviens-nous vite. Autre sujet, eh bien c'est la partie 2 de la série Lupin, dont la diffusion a été avancée. Elle aurait dû arriver à l'automne, mais Netflix l'a finalement avancée à l'été devant le succès énorme et international de la première partie. Rappelons-le, plus de 70 millions de visionnages dans le monde, selon le décompte de Netflix. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si la plateforme l'a mis en avant, c'est pas pour rien, c'est bien parce que ça a cartonné partout, aussi bien chez nous qu'à l'international. Alors rappelez-vous, nous on avait été plutôt défenseurs de la première saison, qu'on avait trouvé, rappelons-le, c'est un divertissement relativement anodin et léger, mais qu'on avait trouvé extrêmement bien mené, très efficace, plutôt très malin en termes de rythme, de tempo, de construction, et surtout très malin, très touchant dans sa manière de recycler, de réutiliser les textes de Maurice Leblanc, l'écrivain qui a inventé le personnage d'Arsène Lupin, parce que rappelons-le, ça n'est pas une adaptation, c'est plutôt une transposition. Alors, qu'est-ce que ça donne cette saison 2? On va pas y aller par quatre chemins, c'est plutôt une déception. C'est plutôt une déception parce que comme elle enchaîne, logiquement, juste après les événements de la première saison, elle se retrouve bloquée, alors je vais pas spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu évidemment, mais elle se retrouve bloquée par une sous-intrigue un peu plus action. Or, la série, soit parce qu'elle n'en a pas les moyens financiers, mais ça j'en doute, soit parce que tout simplement elle est pas capée, elle est pas prévue, elle est pas produite pour ça, n'est pas capable de nous faire, on va dire, des scènes d'action très intéressantes. Et donc sur 5 nouveaux chapitres, il faut d'abord se taper 2 épisodes où on règle une sous-intrigue de kidnappingo familial, machin, qui d'une n'est pas passionnante et se règle pas de manière sidérante. Alors les choses se rattrapent un petit peu dans la seconde moitié de cette deuxième partie. Tout simplement on se rattrape un petit peu parce qu'on revient sur un tempo qui est plus rapide, sur un rythme qui est plus enlevé, et surtout parce que la série gère toujours aussi bien une donnée qui est importante, très importante du personnage de Lupin, et qui finalement avait été assez rarement traité dans les adaptations précédentes, c'est que Lupin, c'est bien sûr le gentleman cambrioleur, mais c'est avant tout un petit gars de Normandie, un type qui est d'extraction populaire, qui a vécu une terrible humiliation sociale et qui a à cœur d'obtenir sa revanche. Et ça reste plutôt bien géré dans le sens où ça permet de nuancer le personnage, le héros incarné par Omar Sy, et on voit qu'il est prêt pour arriver à ses fins, à des manipulations, notamment des manipulations, on va dire, humaines, sentimentales, amoureuses, qui sont assez cruelles. Et ça, ça fait partie des éléments de la mythologie créée par Maurice Leblanc, et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir réussi à les ramener à l'écran, mais encore une fois, cette deuxième moitié n'est pas à la hauteur de la première, elle est moins bien menée, moins palpitante, elle est un peu plus attendue et tout simplement plus commune. Ça n'en fait pas un truc abominable, mais ça en fait au minimum une semi-déception, et voilà. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que après avoir dû gérer ces deux parties qui étaient assez inégales, vu qu'on sait qu'il y a une partie 3 qui est en production, tout
simplement, on espère que la série va réussir un peu à muscler ses enjeux, notamment, et à s'avérer, on va dire, plus solide, notamment en termes de construction, de narration, de scénario, parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein de bonnes choses qui ne demandent qu'à être transformées. Mais voilà, pour nous, c'est une semi-déception après une première partie qu'on trouvait assez prometteuse, et encore une fois, très divertissante. Ensuite, alors une troisième partie, troisième news, vous savez, il y avait l'E3, le grand salon, maintenant nettement dématérialisé et étalé en termes d'annonces, le grand salon du jeu vidéo. Je vais pas vous faire un compte-rendu de l'E3 en 3 minutes, ce serait ridicule, d'autant plus que vous le savez, moi, le jeu vidéo n'est pas ma spécialité, ça m'intéresse, mais on va dire, je ne suis pas forcément en mesure de vous proposer une analyse d'une finesse hors du commun. Il y a d'autres gens qui le font bien mieux que moi. Néanmoins, moi, j'ai été frappé, alors je suis pas le premier à le dire, hein, mais ça m'intéressait de partager ça avec vous, par le changement de nature, qui est pas tout nouveau, qui est un phénomène progressif, le changement de nature des grosses licences de jeux vidéo au sein de cette industrie. Moi, je me souviens, hein, quand j'étais môme, tout simplement, quand on jouait à la NES, à la Mega Drive, puis après à la PlayStation, souvent, les adaptations de cinéma, c'était vraiment des trucs, je veux dire, qui étaient finis à l'huile d'olive, quoi, au mieux. C'est-à-dire, c'était souvent des licences au rabais qui avaient été payées cher et il fallait pas dépenser trop d'argent sur la construction, la conception de ces jeux-là. C'était en général assez terrible, on s'en souvient tous, mais à de rares exceptions près. Mais là, du coup, vous voyez, quand on regarde des licences telles que Avatar, qui est développé par Ubi, ou Les Gardiens de la Galaxie, sur lesquels je vais m'arrêter un instant, on se rend compte qu'il y a quand même un véritable enjeu là-dessus. C'est-à-dire que oui, le jeu vidéo, mais comme le cinéma, est de plus en plus régi, dès qu'on parle de gros budget, par d'énormes licences qui sont interdépendantes entre plusieurs médias, et des fois, ça donne des trucs potentiellement intéressants ou des gros bordels. Je pense notamment aux Gardiens de la Galaxie, qui est développé par, je crois, Eidos Montréal. Moi, ce que je trouve terrible, alors attention, hein, je vais pas m'étendre sur le gameplay, le système de jeu, parce qu'on en sait encore relativement peu de choses, et que j'estime que je suis absolument incapable de vous dire quoi que ce soit de pertinent avec ce qu'on nous a montré. Néanmoins, moi, en termes de design, de pensée, on va dire, de philosophie de ce qu'est le jeu, je suis assez sidéré par à la fois la volonté, ou plutôt la nécessité, vu qu'ils ne peuvent pas reproduire les visages des acteurs, de créer des chara-design parallèles, et en même temps d'être totalement dépendant, on va dire, du ton qu'a quand même créé le film, et donc ça donne un truc qui est très bâtard, très rigide, qui veut à la fois être très narratif, et en même temps nous donner une ambiance de groupe, où il y a quand même ce truc miraculeux, à savoir que Drax ressemble à Jean-Michel Blanquer, ce qui est quand même terrifiant. Donc voilà, moi je suis très sceptique là-dessus. Ça donne vraiment l'impression d'un truc qui a quand même dû coûter un paquet de pognon. Ouais, on se rappelle des Avengers il y a quelques mois qui était un produit justement, qui n'était qu'un produit. Et là, on a à nouveau cette espèce d'impression d'énorme camoulox, qui est sans doute fait avec les meilleures intentions du monde, qui est fait avec des moyens conséquents, mais qui est incapable d'avoir une personnalité propre. Moi, je repense quand même qu'il y a aux 4 écoles en matière d'appropriation d'une licence et de proposition, on va dire, de design, à savoir les Batman de Rocksteady, où on retrouvait à la fois des influences des différents films, des comics, des différentes périodes de Batman, et où en même temps, il y avait une identité singulière et qui n'appartenait qu'au jeu. Et donc voilà, là, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas d'école inverse. Je crois pas un instant à la proposition. Je vous dis encore une fois, j'ai l'impression de voir un truc très rigide, très lourd. À l'inverse, par exemple, du peu qu'on a vu du Avatar d'Ubi. Alors, entendons-nous bien, hein, on n'a pas vu de gameplay, on n'a pas vu grand-chose de très concret. Néanmoins, dans le fait de nous montrer cet univers, non pas via un semblant de scénario, via quoi que ce soit, mais bien via son univers, il me semble que dans la proposition, en l'état actuel de ce qu'elle est assez maligne par rapport à ce que peut attendre un joueur d'Avatar. Demain, si un jeu Avatar, je veux dire, on n'a pas spécialement envie de refaire le film, on n'est pas forcément intéressé à retrouver les personnages du long métrage. C'est plutôt le monde qui a été imaginé par James Cameron et ce qui peut nous promettre qui est excitant. Et effectivement, le fait que le jeu, donc qui devrait être un monde ouvert, nous dise, tiens, notre but c'est de t'immerger dans cet univers, ça me semble, à l'instant, pour le moment, plutôt assez intelligent en termes de promesses. Après, attention, c'est Ubi, il y a les mondes ouverts d'Ubisoft, on sait ce que ça peut donner, on sait que le bac à sable schizophrène et hyperactif, souvent sous le sable dévoile de petites crottes de chiens qu'on n'est pas content de manipuler trop longtemps dans les mains. Hein, oui, on n'a pas tous eu les mêmes histoires de bac à sable, je sais. Donc voilà, tout simplement, moi je suis frappé de voir vraiment le développement continu de ces licences transmédia. Je suis assez dubitatif, mais comme beaucoup de gens, hein, sur ce que ça veut dire créativement, sur combien c'est intéressant. Néanmoins, c'est un mouvement qu'il faut qu'on suive et qu'on regarde parce que je suis assez curieux de voir comment le jeu vidéo, lui, va continuer de s'emparer, parce qu'encore une fois, c'est pas un phénomène neuf, de cette question-là, et je me demande dans quelle mesure on verra ou pas un assèchement créatif comparable à ce qui est le cas dans une partie du cinéma de divertissement américain. Voilà, c'était une petite réflexion légère, subtile, intéressante, que je vous livrais en passant. Mais sinon, on va terminer cette vidéo par un truc dont on avait quand même bien envie de vous parler, qui est
notre reco de la semaine, il se trouve que sort cette semaine La Nuée de Juste Philippot. C'est un premier long métrage français, un film de genre, et tout simplement c'est une belle clacasse. C'est l'histoire d'une femme, veuve, agricultrice, qui tente de tenir à bout de bras l'exploitation agricole familiale après le décès de son mari, et qui élève tout simplement des sauterelles en batterie, parce que c'est un produit qui est perçu comme, on va dire, à la mode, porteur, et ça ne va pas très bien se passer, et les sauterelles, vous le savez, portent une symbolique qui nous vient des diplômes d'Égypte, qui est moyen cool, et il va lui arriver, à elle et à sa famille, ils vont lui arriver des choses moyen cool. C'est extrêmement bien filmé, c'est particulièrement bien écrit. On part d'un espèce de drame rural très carré, très réaliste, pas naturaliste, mais voilà, qui est ancré dans une réalité française qu'on voit rarement à l'écran, pour aller vers un authentique frisson, une vraie body horror pas très loin de Cronenberg, qui se termine dans un climax qui est, lui, pas si loin du western, et en même temps très symbolique. C'est super bien maîtrisé. Vous pouvez trouver sur les internets un précédent long métrage de Juste Philippot qui s'appelle Acide, qui envoie le bois. Je pense que ça pourra vous donner envie, peut-être, de découvrir ce qu'il aura fait du côté du long métrage. Tout simplement, voilà, pour vous rappeler que on a beau taper sur le cinéma français, dire des horreurs sur le cinéma français, c'est en général le symptôme qu'on ne le connaît pas, parce que c'est un cinéma qui est varié, qui est divers, qui a des propositions extrêmement fortes. La Nuée en est un nouvel exemple. J'espère que vous aurez envie de le mater. Il en vaut largement le coup. Il est en salle le 16 juin 2021. Foncez. Et puis, si vous voulez lire la critique, elle est disponible et elle est en lien de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur tous les articles et toutes les données dont on vient de vous parler, elles sont bien sûr disponibles sur le site. On va également vous donner les liens. Et puis, si vous vous demandez, mais comment aider les gens d'écran large? Comment leur faire gagner plus d'argent? Comment faire pour qu'ils soient encore plus beaux, se payent des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à nos acteurs préférés? Eh bien, on va également vous mettre le lien qui vous explique comment nous aider en description de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner, de taper sur la petite cloche pour ne louper aucune de nos productions audiovisuelles. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire des choses gentilles, des choses méchantes. Moi, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt. Stop.